Et ce grand plateau sport, c'est lundi, 21h, 20h10 minutes. Madame, monsieur, c'est votre programme de tous les lundis. Grand plateau sport est un magazine sportif qui a comme objectif de vous informer, de vous tenir informé de toutes les informations sportives et aussi d'analyser, de parler de tout ce qui a trait avec le sport congolais, pourquoi pas le sport international, le sport continental, le sport étranger aussi, ça concerne aussi Grand Plateau Sport, madame, monsieur. Le week-end a été mouvementé, surtout le week-end sportif congolais a été mouvementé par l'annonce qui nous a été faite depuis le pays du Canada, depuis Ottawa. C'est la disparition de notre confrère, un confrère qui nous est très cher dans notre confrérie de journalisme. C'est aussi un journaliste qui a fait ses preuves à Digital Congo, un journaliste qui a aussi été correspondant de Canal Plus Télévision. Il répond au nom de Patrick. Il nous a quittés malheureusement. Il nous a quittés. Il était au Canada. Il était allé pour poursuivre ses études en master et puis il allait se spécialiser dans les études en ce qui concerne le journalisme. Mais malheureusement, il nous a quittés dans des circonstances tragiques. Nous allons d'abord suivre cet élément et revenir tout juste après. Le Congo en 2014, où il a poussé des racines, Patrick Lupika vivait à Ottawa, au Canada, depuis 6 mois, où il est allé poursuivre ses études en master et espérer y suivre une formation en PhD. Patrick Lupika est diplômé à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi. En compagnie de David Ndala, ils ont formé un duo, de nouveaux visages de la télévision quinoise qui commentaient des matchs de la Ligue nationale de football. Alliant rigueur, dynamisme et performance et surtout professionnalisme, Lupika a longtemps incarné la Vodacom Ligue 1 par sa voix authentique, pertinent dans ses interventions. À travers tout ce qu'il faisait, il était clair de comprendre que le football était de son monde. Il a ainsi réussi à percer jusqu'à se faire une place au soleil du ballon rond congolais et devenir quelque temps après correspondant de Canal+, comme son aîné de Digital Congo auparavant, Charles Mbouya. Apprécié de tous pour ses compétences professionnelles, son humilité et ses grands éclats de rire, Patrick Lupika restera l'une des figures du journalisme sportif congolais. Voilà, madame, monsieur, c'était Patrick Lupika. Il était journaliste à Digital Congo. Il était aussi correspondant de Canal+. Dans ce grand plateau, je ne suis pas seul, madame, monsieur, bien qu'on commence par une mauvaise nouvelle. Mais je suis avec Idriss Kalombo, à qui je dis déjà bonsoir, Idriss. Bonsoir Enoch Lubanda et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kin 24. J'espère que tu es en forme ce soir. Oh, en forme, ben, la nouvelle, elle a pratiquement un goût amer. Bousculé nos cœurs. Et, ce week-end a été vraiment chargé parce qu'on se souvient, Patrick, c'est l'une des valeurs, une étoile de la presse sportive au niveau de la RDC. C'est sans conteste. C'est pas parce que, comme on le dit toujours, quand quelqu'un ne plus, c'est toujours des éloges, mais pour lui, c'est unanime. Oui. Dans ce secteur, on reconnaît qui a été Patrick Lupika. Et moi, ce que je retiens de lui, c'est cette humilité qu'il avait. Même quand il a eu sa correspondance au niveau de Canal+, ou même chez VOA Afrique, on s'est croisés et c'était comme si rien n'a changé pour lui. En fait, il est resté le même avec cette humilité-là. Et franchement, je pense que la presse sportive ne devrait pas l'oublier aussi facilement comme les autres. Mais je pense qu'on fera en sorte que la mémoire de Patrick, parce qu'il a vraiment marqué son époque et il était encore en train de marquer son époque. Malheureusement, la mort, quand elle vient, ça ne sonne pas. Exactement, la mort quand elle vient, ça ne provient pas. À travers les réseaux sociaux, au cours de ce week-end, nous avons vu de manière unanime tous les sportifs congolais, non seulement les journalistes, mais aussi ceux qui pratiquent le sport. Il y a aussi certains joueurs qui ont témoigné du bon travail qu'effectuait, bien que faisait Patrick Lupika. Et en tant que quelqu'un qui était proche de lui, je parle de vous, Idriss Kalombo, vous avez quand même eu à partager quelques moments ensemble. Quel est le bon souvenir que vous gardez de ce jeune homme, de ce jeune compétent qui était adulé et qui était aussi, je peux dire, connu et aussi voulu de tous?
Je ne l'ai pas connu en termes de privé, je l'ai connu professionnellement parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré, c'était dans le cadre professionnel. Je me rappelle, c'était la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'une interview avec M. Frédéric Kiteniki Kumba. C'était au niveau de Pigeon. Dans cette parcelle où je venais, c'était lui qui devait ouvrir la porte. Et juste quand j'ai toqué, il ouvre la porte, je le vois. Et c'était la deuxième fois qu'on se rencontrait en privé. Et c'est toujours cette même humilité-là. Il m'a ouvert la porte, il m'a... Déjà qu'il était à Canal+, déjà qu'il était à VOA, il est allé prendre une chaise pour moi. Il m'a tenu compagnie jusqu'à ce que le manager du tout-puissant Mazembe sorte et qu'on puisse enfin faire cette interview. Donc, c'est cette humilité. Et puis, ce qui est vrai, on peut tout dire de Patrick Lupika, mais aujourd'hui, c'est quelle voix, quel talent, il était perspicace dans tout ce qu'il faisait. Il était dans les détails. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été fan de beaucoup de journalistes qui ont fait leurs preuves, que ce soit ceux qui sont déjà passés ou qui sont grands au niveau de l'âge ou au niveau de l'expérience, mais même ceux qui sont venus après. J'ai toujours eu de l'estime et Patrick Lupika faisait partie de modèles que j'avais. Et aujourd'hui, je pense que c'est le travail qu'on doit retenir. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est ce travail-là. C'est parce que c'est le travail qui a fait de lui ce qu'il était devenu et ce qu'il était en train de devenir. Et je pense qu'on devrait booster de ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, la presse, entre guillemets, en général, et même cette presse sportive, laisse à désirer. Oui, aujourd'hui, Patrick Lupika part, mais il y a quand même des jeunes aujourd'hui qui rêvent de devenir des journalistes. D'avoir aussi peut-être le même parcours que Patrick Lupika parce qu'il n'a pas commencé ici à Kinshasa, il était d'abord diplômé à l'université à Lubumbashi. Il a d'abord débuté dans une chaîne de télévision à Lubumbashi et puis il est venu ici à Kinshasa. Petit à petit, il a gravi les échelons et aujourd'hui, il y a quand même des jeunes, ces jeunes qui ont aussi de la qualité, qui rêvent aussi d'avoir le même parcours que Patrick Lupika. Vous, en tant que journaliste sportif, en tant qu'analyste aussi du sport congolais, quel message avez-vous à adresser à ces jeunes aussi qui ont l'espoir aussi de devenir comme vous et moi? Enoch Lubanda, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, il faudrait que même dans ce métier, beaucoup de choses soient réformées. Il faudrait que même ceux qui arrivent dans ce métier aient ce qu'on appelle ce besoin du travail. Parce que ce qui a fait de Patrick Lupika ce qu'il était devenu, ce n'était que le travail, et un travail bien fait. Ce n'était pas un travail bâclé, ce n'était pas un travail qui allait à la va-vite puisque je dois passer devant la caméra, je dois être une star. Non, la quête n'était pas d'être une star parce que plus il montait, plus il était réservé. Voilà un peu. Donc je pense qu'à la jeune garde qui arrive dans ce métier, il faudrait placer le travail avant tout. Parce que dans ce métier, on peut être celui qui passe du matin au soir à la télé, mais quand on ne fournit pas un travail conséquent, on n'est pas reconnu. Un exemple de Patrick, puisqu'on parle de lui, comment il était recruté à VOA Afrique. Ce n'était pas de son propre gré, il n'a jamais postulé. Il s'est démarqué par son travail. C'était rien que cette démarcation de son travail, et c'est un grand frère qu'il a vu plutôt, Marius Munga, qu'il a vu de loin, qu'il a apprécié de loin. Et quand VOA, au niveau des États-Unis, avait besoin d'un correspondant au niveau de la RDC, sans le connaître, sans l'avoir rencontré, il a donné son nom. À travers le travail. À travers simplement son travail, il a vu à travers le média, il a apprécié ce qu'il faisait. Quand on a demandé un nom, il a donné le nom sans que ce soit un de ses plus proches compagnons. Donc voilà pourquoi je dis à chaque fois que nous passons devant la caméra, à chaque fois que nous passons à la télé, sachant qu'il y a des gens qui nous regardent et notre travail doit être fignolé et nous devons nous départir de tout ce qui est... on l'appelait l'homme le moins conflictuel, c'était l'homme sans problème. Pourquoi? Exactement. Il avait toujours un sourire sur le visage, il riait toujours à chaque fois. Autant qu'il venait de Likassiou, encore il a vécu à Lubumbashi, autant qu'on pouvait donner la connotation du tout-puissant Mazembe, parce que, il faut se le dire, par rapport à Digital Congo, on sait ce qui se passait. Il y avait toujours une certaine tendance. En termes de traitement d'information, il était impeccable. Et ça, il faut vraiment le retenir. Il n'avait pas de parti pris. Ce n'est pas un journaliste kamikaze comme on voit aujourd'hui. Des journalistes qui portent le dossard d'une couleur et il oublie même qu'il est journaliste à la fin et il devient militant. Donc, je crois qu'on devrait garder ça. Le professionnalisme et rien que le professionnalisme.
Exactement, madame, monsieur, c'est ce qu'on peut retenir de ce journaliste compétent, Patrick Lupika, qui nous a quittés. C'était un journaliste très compétent parce que vous le savez même bien que pour faire partie de l'équipe, même des correspondances de Canal+, il faut respecter ou bien il faut respecter certains critères. Et voilà, lui, il était dans le respect de tous ces critères, raison pour laquelle il était choisi en tant que correspondant de Canal+, c'est parce qu'il était compétent, c'est parce qu'il était dynamique et c'est parce qu'il était vraiment professionnel. Et nous, journalistes de Kin 24 Télévision et au nom aussi de toute la chaîne de Kin 24 Télévision, nous présentons nos sincères condoléances aussi à la famille qui est attristée, qui est vraiment touchée à travers cette nouvelle qui est tombée malheureusement. Et nous sommes de cœur avec la famille et nous savons que le bon Dieu puisse en tout cas le recevoir de bon gré. L'autre information, c'est Gernot Rohr. Gernot Rohr, c'est le sélectionneur du Nigeria. Sélectionneur du Nigeria qui est démis de ses fonctions après voilà, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Nigeria n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde et la suite logique était la démission, voilà, pas la démission, mais c'est le Nigeria qui a mis fin au contrat du sélectionneur nigérien et voilà Gernot Rohr qui est maintenant sans club, il n'a pas de travail ces derniers temps. Il a postulé pour une candidature parce que le poste de sélectionneur de la République démocratique du Congo est un poste vacant, donc je dirais pas n'importe qui, mais tous les sélectionneurs viennent déposer leur candidature. Idriss, en Gernot, voyez-vous le profil qu'il faut pour la sélection de la République démocratique du Congo? Parce que la RDC, c'est aussi une équipe qui a été une des équipes qui n'était pas qualifiée pour le prochain mondial en raison de la défaite lors de la double confrontation contre le Maroc. On a joué la phase aller ici, la phase retour, c'était à Casablanca. Aujourd'hui, la RDC, après avoir rompu son contrat avec Raoul Hector Cooper, est en recherche d'un nouveau sélectionneur. Pensez-vous que Gernot Rohr serait le profil qu'il faudrait pour la République démocratique du Congo? Le profil, je partirai d'un volet parce que d'autre part, il a assez traîné en Afrique. Exactement. Il connaît comment le football africain fonctionne, il connaît les nations africaines parce qu'il faudrait le dire, on a tous pratiquement le même problème en termes d'organisation, surtout en ce qui concerne l'Afrique noire. Mais après, est-ce que c'est les bons profils ça c'est d'un côté. De l'autre côté, est-ce que c'est un bon profil? Je me dis non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quel est le profil que la RDC a besoin? Oui. C'est ça la question. Quel est le profil dont la RDC a besoin maintenant? A-t-on besoin d'un profil qui ira nous qualifier pour la Coupe d'Afrique ou a-t-on besoin d'un profil qui va construire pour le long terme? Si c'est pour aller nous qualifier directement en Coupe d'Afrique, puisqu'on aime les qualifications inutiles, mais oui, puisqu'on aime les qualifications inutiles, nous, ça veut dire que participer pour participer, participer pour le besoin du voyage, on le prend. Participer pour le besoin de la représentation du pays à travers les compétitions. Si aujourd'hui le profil est que parce qu'on a perdu 2 matchs face au Soudan, face au Gabon en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, si c'est pour gagner les 4 matchs qui restent, voilà, tout profil est bon à prendre. Mais si c'est un profil pour construire, c'est autre chose. C'est le profil que la RDC a besoin. Mais après, Gernot n'a pas quand même un bilan très très négatif au niveau de la tête du Nigeria parce que le plus important pour le Nigeria, c'était d'abord de remporter une Coupe d'Afrique, quelque chose qui n'était pas fait parce que le Nigeria se représentait à maintes reprises dans le dernier carré et tout ça là. Mais le Nigeria ne parvenait pas finalement à glaner ce titre. Mais dans la mesure où Gernot est une personne qui est capable d'emmener une équipe dans une compétition jusqu'au dernier carré, c'est déjà quelque chose que la RDC ne fait pas ces dernières années. C'est pourquoi je dis Yannou Lubanda, si c'est pour se qualifier, c'est un bon profil. C'est un bon profil, il connaît le football africain, c'est un entraîneur rigoureux, il pourra aussi apporter ce qu'il pourra apporter au niveau de la sélection nationale. Mais si c'est pour construire, c'est ce que la RDC a besoin aujourd'hui. C'est une construction à long terme. Ça ne servirait à rien d'avoir un entraîneur avec comme objectif phare nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. Pourquoi nous qualifier puisqu'on ne va pas la gagner?
Donc moi je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un profil à long terme. Mais pour gagner une compétition, il faudrait d'abord se qualifier pour participer à cette compétition. C'est déjà un pas. On a vu la RDC s'est qualifiée avec 3 points dans un pool où on est 4. On n'a jamais compris comment on est passé avec Ibenge. Non, mais moi je dis, pour se qualifier, c'est la RDC se spécialise dans les calculs. Pour se qualifier, c'est pas un problème. On peut aller en Coupe d'Afrique. Mais moi, mon souci est qu'aujourd'hui, la RDC n'a pas besoin de se qualifier. Aujourd'hui, la RDC a besoin du long terme. C'est-à-dire, on a besoin d'une construction. Construire une équipe en partant d'équipe d'âge, en y allant vers le U23 et en touchant les seniors. Parce qu'aujourd'hui, pour faire tout ce travail-là, il faut du temps. Il faut un sélectionneur qui est venu pour construire. Et je ne pense pas que le profil de construction soit le profil de Gernot Roy au niveau du Nigeria ou quand il viendra en RDC. Ce n'est pas un constructeur. Ce n'est pas ces profils-là que la RDC a besoin. Mais puisque c'est un nom qui est déjà connu au niveau de l'Afrique, puisqu'il a déjà fait quelques preuves au niveau de l'Afrique, mais voilà, puisque la RDC veut se qualifier pour l'Afrique, on pourra peut-être le choisir, je ne sais pas. Mais pour le profil de construction, pour le long terme, à mon sens, ce n'est pas un profil que la RDC peut retenir si on veut finalement reformer et que la direction technique nationale donne l'identité de jeu. Parce qu'il faut être clair, Enoch Lubanda, aujourd'hui, ce n'est pas le sélectionneur qui arrive au niveau de la sélection nationale qui impulse le monde de jeu. C'est toute une organisation de la tête. Quand un sélectionneur vient, il doit trouver une un structuration. style de jeu, un profil de jeu, un profil de joueur, un style de joueur. C'est-à-dire que la direction technique a déjà imprégné que nous, on joue à 4-3-3, on joue comme ça. Et vous adaptez à ce style-là de la RDC. Mais le sélectionneur, c'est celui qui chapeaute la direction technique. Vous chapeautez. Non. Voilà un message que le téléspectateur doit comprendre. C'est la direction technique qui chapeaute. Voilà. Le sélectionneur est là pour impulser. Mais c'est la direction technique qui est le patron du staff. Parce que ce staff-là qui est sur terrain, c'est autre chose. Mais quand on parle de la politique de développement du football, quand on parle de l'identité du football, c'est la direction technique, d'où le directeur technique national. Donc je pense que la sélection aujourd'hui doit être déjà reformée. On doit arrêter de placer les sélectionneurs sur un piédestal, au-dessus de la direction technique nationale. C'est le sélectionneur qui doit se soumettre au règlement ou au bon vouloir de la direction technique parce que c'est elle qui donne la vision du football au niveau national. C'est un peu ça. Donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que Gernot Rohr n'a pas le profil qu'il faut pour ce que Idriss Kalombo voudrait pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. En termes de construction, non. Oui. Mais en termes de vouloir se qualifier pour se qualifier, oui. Mais pour construire une nation forte, ce qu'on veut, nous, ça veut dire que construire une nation qui est capable de regagner demain. Aujourd'hui, on n'est pas capable de gagner. Même si on allait à la Coupe d'Afrique, on n'est pas capable de gagner aujourd'hui. On n'a ni le mental, ni les infrastructures, ni la manière de faire qu'il faut aujourd'hui pour la RDC. Mais justement, Gernot peut de toute façon rassembler l'équipe, construire une équipe. Vous ne voyez pas en lui ces compétences-là de construction? Parce qu'au niveau du Nigeria, il y avait des joueurs comme des Iheanacho il a quand même rassemblé des joueurs comme certains joueurs de Villarreal. Il les a repris. Les Osimhen et tout ça là. Il a quand même pu construire quelque chose sur des bases sur lesquelles son successeur pourrait se reposer, pour continuer quelque chose. Et aujourd'hui, quand vous me dites qu'il est incapable de pouvoir construire quelque chose, c'est ce que moi je ne comprends pas, quoi. Pas incapable de pouvoir construire quelque chose dans le long terme. Ce que je dis, c'est à deux volets, comme je le dis, mais il faudrait aussi signaler ce qui est important, M. Enoch Lubanda. Parce que quand je parle de la construction de M. Gernot Rohr, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, c'est entre la fédération et lui. Est-ce qu'on lui donnera assez de temps pour construire? Et est-ce que lui restera assez de temps pour construire? Quand je parle de construction, c'est un sélectionneur qui habite ici, en République démocratique du Congo. C'est un sélectionneur qui est capable de se déplacer à travers la République pour essayer de trouver les talents le plus efficaces au niveau de la RDC. Donc aujourd'hui, il peut construire à court terme, mais à long terme,
je réitère ce que j'ai dit avant, je ne le vois pas construire à long terme et je ne vois pas cette fédération signer un sélectionneur pour le long terme. Bref, un sélectionneur qui aura le temps de suivre le football congolais. C'est-à-dire de construire avec la direction technique nationale, de suivre la sélection nationale et de nous produire quelque chose de très bien après 2023 ou et je peux directement en profiter de cette occasion pour poser une question. On dirait que la RDC, jusque-là, après le départ d'Ibenge, n'a pas pu trouver une personne à la hauteur de Florent Ibenge, parce que Ibenge était vraiment, partant du fait qu'il évoluait dans le football congolais, il avait un œil très regardant sur le football congolais, il pouvait détecter quelques talents qui se trouvaient même à la Ligue 2, même au niveau de l'EPFKIN. Donc aujourd'hui, selon vous, depuis le départ de la RDC, s'il faut comprendre par rapport à vos dires, depuis le départ de Florent Ibenge de la sélection nationale, la République démocratique du Congo n'a pas encore trouvé une personne du calibre de Florent Ibenge. Quelle a été la mission de Florent Ibenge? C'était se qualifier pour les prochaines Coupes d'Afrique, le prochain mondial. Mais après le prochain Coupe d'Afrique, on est arrivé jusqu'à la 3e position de cette compétition. Voilà, ça veut dire que quand un entraîneur signe, c'est un contrat d'objectif. Même la loi sportive le dit. Aujourd'hui, quand il faut signer un entraîneur, il faut le signer avec un contrat d'objectif. Quand on a signé Ibenge, quel était le contrat d'objectif? C'était se qualifier. C'est ça mon problème. Le problème, c'est de se qualifier. Pourquoi se qualifier? Moi, je réfléchis en termes de la qualification peut arriver. Mais construisons sans penser à la qualification. Construisons pour l'avenir, construisons pour être efficaces, construisons pour gagner demain. Parce que le problème n'est pas d'arriver en quart de finale. On ne joue pas cette compétition. Là, c'est la RDC. On ne la joue pas pour arriver en quart de finale. Exactement. On la joue pour la gagner. Aujourd'hui, on est incapable de la gagner. Ça veut dire qu'il faudrait construire dans le long terme. Ibenge avait une mission, des missions pour se qualifier. Dans 2015, il s'est qualifié. 2017, il devait se qualifier. 2019, il devait se qualifier. Mais les qualifications de Florent Ibenge ne rataient pas. Il ne ratait pas les qualifications. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette génération qui s'est décimée de 2015 jusqu'à 2019? Mais après, il était question aussi de construire quelque chose parce que de Florent Ibenge, on garde quand même quelques séquelles. Aujourd'hui, on a Neskin Skebano. Aujourd'hui, on a des joueurs qu'on peut toujours garder comme Mpoku, même s'il y a des joueurs comme Youssouf Moulumbu qui sont déjà partis. Mais c'est la génération Ibenge. La génération qui Ibenge a pu bénéficier de cette génération, mais cette génération n'a pas été gardée. Cette génération n'a pas été gérée. C'est ça le problème. Parce que quand on donne à un coach la pression de vouloir se qualifier tout le temps, parce qu'on se dit c'est la vie ou la mort si on ne se qualifie pas, c'est ça le problème. Mais quand on lui donne la mission de construire pour un temps jusqu'à atteindre une certaine maturation de l'équipe nationale, une stabilité dans le terme, parce qu'aujourd'hui, le rôle du sélectionneur est autant relié à l'organisation de la Fédération congolaise de football association. Quand la fédération n'est pas organisée, on a vu un Hector Cooper libre de tout mouvement, qui est arrivé à 4 jours de l'événement, qui n'a jamais habité ici, qui ne s'est jamais préoccupé de l'équipe nationale, à part quand il venait toucher ses 15 000 de primes ou encore toucher ses 55 000 $ de salaire. Donc aujourd'hui, moi, tout ce que je demande et tout ce que je dis, si on ne veut pas construire à long terme, si on ne veut pas avoir un entraîneur qui est soumis à la direction technique nationale, c'est-à-dire à une politique claire et nette du football congolais, à avoir de résultats avec un football de qualité, on aura le même problème, on va retomber dans le même problème. Et je crois qu'on pourra prendre Gernot Roy, on pourra prendre Thomas Tuchel, on pourra prendre tout entraîneur, tout grand entraîneur du monde, on retombera dans le même problème parce que la RDC ne veut pas se réveiller et regarder de l'avant. Aujourd'hui, le Maroc n'a jamais... à un moment, le Maroc s'est arrêté en se disant on ne pense plus aux qualifications. Si on se qualifie, c'est bien beau, mais on est en phase d'organisation, on est en phase de professionnaliser notre football. Et c'est ce qui est en train d'être fait. On est en phase de construction des infrastructures. Mais quelle est la phase que la RDC adopte depuis la non-qualification à la Coupe du Monde 2022 jusqu'à ces 2 matchs qu'on a perdus des qualifications pour la Coupe d'Afrique et jusqu'à ce qu'on ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est mon souhait. Mais après, voilà. Donc, il faut penser au long terme. Justement, madame, monsieur, puisqu'on parle de Jean-Florent Ibenge, c'est fini entre Florent Ibenge Ikwangé et la Renaissance sportive de Berkane. Un accord aurait été trouvé entre Florent Ibenge et le géant soudanais de Al
Hilal. Selon les informations du journaliste guinéen Mick Junior, tout est bouclé pour l'arrivée de Florent Ibenge au Soudan. L'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo aurait donné son approbation finale à un accord dont le montant n'est pas encore révélé jusqu'ici. Donc aujourd'hui, on part déjà d'une dislocation entre Jean-Florent Ibenge et la Renaissance Berkane, une équipe qui a vu Florent Ibenge venir et puis lui donner un deuxième sacre continental parce que, je rappelle, avant le sacre de la Coupe de la Confédération qu'a donné Florent Ibenge à la Renaissance Berkane avait déjà gagné une Coupe de la Confédération 2 ans en avant. Aujourd'hui, on voit une équipe de Berkane qui, quand même, après avoir reçu de Florent Ibenge une Coupe de Confédération, se permet de dire, voilà, c'est bon, on se sépare de vous et tout ça là. Quelle lecture faites-vous alors de ce fait? Parce que si c'était ici en RDC, on aurait dit que ce coach, c'est le coach qu'il faut pour ce club. Une personne qui nous donne une coupe continentale. Mais la Renaissance Berkane, au niveau de la Botola, n'a pas trouvé des bons résultats chez Jean-Florent Ibenge. Et aujourd'hui, la Renaissance Berkane s'est résout de rompre le contrat de Florent Ibenge. Quelle lecture faites-vous d'abord d'une équipe qui, malgré avoir gagné la Coupe de Confédération, mais rend le contrat avec son coach? Une équipe qui sait ce qu'elle veut. Hein, parce qu'il faut se dire, Enoch Lubanda, Florent Ibenge avait un contrat de 2 ans avec la Renaissance de Berkane. Et puis, aujourd'hui, l'objectif primaire de la Renaissance de Berkane n'était pas de gagner la Coupe de la Confédération. Oui. C'était fini parmi les 3 premiers au niveau de la Botola Pro League. Exactement, parce que oui, je renchéris pour dire que d'ailleurs la Renaissance Berkane s'est qualifiée pour cette Coupe de la Confédération qu'elle a gagnée seulement parce que le Raja Casablanca avait gagné la Coupe, la Ligue des Champions l'année dernière. La licence précédente. Voilà, donc ce n'était pas l'objectif. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif pour la Renaissance sportive de Berkane, c'est jouer les 3 premières places. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ibenge finit le championnat en 6e position. Ibenge, c'est 10 matchs, c'est plutôt 10 victoires pour 9 défaites et 11 matchs nuls. Le bilan total, c'est dans des scies. Ce n'est pas un bilan élogieux pour un club comme la Renaissance Berkane, qui a beaucoup d'ambition par rapport d'abord au niveau national. C'est-à-dire la Renaissance veut bousculer le Wydad Athletic Club de Casablanca. Il veut bousculer le Raja Club de Casablanca. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé... Ils veulent se faire une place dans le football marocain. Parce qu'il faut se le dire, c'est un club jeune au niveau de cette Botola Premier League. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils veulent se faire une place au soleil. Ibenge, au bout de 2 ans, la Coupe de la Confédération, on dirait que c'est l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Parce que quand on voit cette Coupe de la Confédération, et voilà. C'est le seul élément positif d'ailleurs du parcours d'Ibenge au niveau de la Renaissance Berkane. Et je crois que Berkane sait le club sait ce qu'elle veut et ce qu'il veut plutôt. Le club voulait jouer les premières positions au niveau du championnat, ce qui n'a pas été fait. Et je crois que Ibenge part de là parce qu'il faut se le signaler. C'est une première expérience après avoir quitté la RDC 9 ans après son arrivée au niveau de l'AS Vita Club. C'était sa première expérience au niveau d'un club à l'étranger. Oui. Et c'est une première expérience réussie. Pourquoi je dis réussie? Pour nous autres qui regardons de l'extérieur. Exactement. Pas réussi pour ceux du RC Berkane. Pour nous, nous disons réussi parce qu'il y a eu une coupe à la clé. Réussi parce que... Partant du fait qu'avant d'aller au Football Club Renaissance Berkane, il a eu à jouer 2 finales africaines avec l'ASV Club pour les avoir perdues. Mais aujourd'hui, quand il gagne une finale avec une autre équipe, on dirait que c'est quand même réussi. Voilà, pour lui c'est positif, mais pour le club, ça a été pas quelque chose d'exceptionnel, vu qu'ils n'étaient pas exceptionnels non plus, je me répète, au niveau de ce championnat national. Et je pense que rompre un contrat de cette manière-là n'est que respecter le club. Club qui a des objectifs, qui a des ambitions qu'on n'a pas atteintes, le club a tout son droit de résilier son contrat. Et je crois que Ibenge aujourd'hui n'a que
acquéri de l'expérience encore un peu plus. Une fois de plus, Et oui. voilà, il a encore gagné. Il n'avait jamais été champion d'Afrique avec un club. Il a maintenant fait avec Berkane. Donc je pense que c'est un bilan plutôt positif pour lui, mais pas pour le club. Oui, oui. Florent Ibenge, pour avoir d'abord coaché la sélection nationale des Léopards, pour les avoir emmenés en troisième position au niveau d'une compétition de la CAN, pour avoir coaché une équipe de Renaissance Berkane et avoir gagné le trophée. Aujourd'hui, Florent Ibenge se retrouve au sein d'une équipe comme Al Ahly du Soudan. C'est aussi une équipe de grande renommée au niveau de l'Afrique. On voit un Florent Ibenge qui est en train de passer des caps en cap, qui est en train de récolter que des expériences nouvelles aujourd'hui. Pensez-vous aujourd'hui que ça peut avoir un impact positif aussi dans le football africain par rapport à ce que les gens voient de l'extérieur? Beaucoup d'impact aujourd'hui parce que c'était déjà un nom qui s'était fait au sein de l'ASV Club, que ce soit à l'équipe nationale au niveau de la RDC, mais aujourd'hui aller passer de RC Berkane à Al Hilal, c'est pratiquement en termes de nom Al Hilal, c'est un nom qui est plus exactement, qui se retrouve toujours dans le dernier carré voilà. des compétitions Donc, africaines. C'est un club aussi rigoureux Oui. parce que c'est un club qui est aussi habitué aux résultats. Et donc je crois qu'aujourd'hui passer de RC Berkane vers Al Ahly en termes de notoriété, voilà, il reste dans le même cap. En termes de qualité de championnat, il régresse. Parce qu'en partant du championnat du Maroc, la Boto là c'est vraiment très disputé. Donc, et puis il y a beaucoup de rigueur. Voilà, on parle en équivalence, on partirait de la première ligue vers les championnats suisses. Le championship. Voilà, pour dire un peu la comparaison. Donc, mais je crois que vu que le club joue le premier plan au niveau national, il jouera le premier plan au niveau national. Il pourra aussi être champion avec Al Hilal. Et je crois que ce n'est que en connaissant la manière de penser de Florent Ibenge, je crois qu'en passant de RC Berkane à Al Hilal, il pourra aussi progresser et pourquoi pas entraîner un top club au niveau africain, c'est-à-dire un club qui joue le dernier carré ou pratiquement la finale chaque saison au niveau de la Ligue des Champions. Le Raja, par exemple. Le Raja, par exemple. Rien n'est exclu. Donc, surtout avec l'expérience qu'il est en train d'acquérir. Parce que dans 6 ans, 7 ans, ça ne sera pas ce même Florent Ibenge, ça sera un autre Florent Ibenge. Donc, il est en train de performer. Lui, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Parce que tout ce qu'il va acquérir comme expérience, la RDC en profitera d'une manière ou d'une autre. Exactement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Al Hilal, un beau challenge encore. Et là, je pense que ça sera plus le contraire. Il sera peut-être champion au niveau du Soudan, mais en Coupe d'Afrique, je ne le vois pas réitérer le même exploit qu'avec Berkane. Exactement, vous ne le voyez pas réitérer le même exploit avec la Renaissance Berkane, bien que moi j'estime qu'il a quand même mérité son titre après avoir perdu les deux premières finales avec l'ASV Club, une finale en Coupe de Confédération et une finale en Ligue des Champions. Aujourd'hui, Jean-Florent Ibenge est en train de parcourir, on peut dire, toute l'Afrique. Il était en RDC, il est au Maroc, au Soudan. L'année prochaine, peut-être, il se retrouvera ailleurs. À quand voyez-vous un retour prochain de Florent Ibenge ici en RDC? Pas seulement pour la sélection nationale aussi, mais ça peut être aussi pour un club et tout. Non, j'espère que ça sera le plus tard que possible. J'espère que ça sera le plus tard parce qu'il faut le rappeler, Florent Ibenge est parti avec un goût amer du championnat national. Il n'est pas parti, il est parti parce que voilà, il devait partir. Pensez-vous aujourd'hui que Florent Ibenge était plus grand que le championnat? Oui, plus grand que le club, plus grand que le championnat. Oui. Ouais. On peut dire que Florent Ibenge ne méritait plus le championnat congolais, partant du fait que le championnat a régressé d'intensité, a régressé de niveau. Ibenge ne méritait plus le championnat congolais. La notoriété qu'Ibenge était en train d'acquérir, qu'il avait déjà, faisait de lui qu'il était devenu plus fort que son club déjà, parce que c'était plus qu'un coach. Il était plus fort que le club, il était devenu un peu plus grand que le championnat. Ça, il faut se le dire, qu'aujourd'hui... la notoriété qu'il est en train d'acquérir, vous parlez d'un retour probable en République démocratique du Congo, j'ai dit le plus tard possible, parce qu'il est parti avec un goût amer de ce championnat. On se souvient de l'affaire Zao Matutala. C'est pratiquement ça qui a blessé Jean-Florent Ibenge, parce que la fédération l'a pratiquement traité de tricheur. Avec l'affaire Zao Matutala. Ils l'ont pratiquement traité de tricheurs et ça c'était une blessure. On l'a vu quand le club a été rétabli
dans ses droits par le tribunal arbitral du sport. Il était très content du fait qu'il a mérité d'être champion la saison dernière avec le parcours qu'il avait fait. Mais je ne le vois pas revenir d'aussitôt. Peut-être revenir, je le vois peut-être à Lubumbashi. Mais à Kinshasa, il n'y a pas un club qui le vaut en ce moment. C'est en termes de salaire. C'est en termes d'infrastructures. Écoutez, il a goûté au championnat marocain. Il a vu les infrastructures. Exactement. C'est le soleil et la nuit. Il était aussi voulu en Angola. Je vous dis, aujourd'hui, il a vu les infrastructures. Il a vu comment un club professionnel fonctionne. Peut évoluer, exactement. Bien qu'il les connaissait, il voyait ce qui se passait en Europe. Il a aussi vu ce qu'il vaut réellement. Ce qu'il vaut réellement. Oui. Aujourd'hui, revenir en RDC, je le vois peut-être à Lubumbashi. Dans quelles conditions? Je le vois peut-être à Lubumbashi. À Lubumbashi, il n'y a qu'un seul club. Non, attendez. À Lubumbashi, vous n'allez pas quand même nier les efforts de M. Jacques Kaboula. Exactement. Qui est en train de vouloir restructurer Lupopo, bien qu'ils ne sont pas encore arrivés. Vous êtes en train de sous-entendre qu'il peut pouvoir se retrouver. Je dis simplement, c'est ça là où je le vois évoluer dans les conditions qu'il connaît aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il faut Et à Lubumbashi, vous pensez qu'il y a des conditions qui peuvent permettre à Jean-Florent Ibenge? À Jean-Florent Ibenge peut évoluer dans de très bonnes conditions au niveau de Lubumbashi. Et que ce soit en termes des infrastructures. On parle de Mazembe, on parle de Lupopo qui va avec son stade de lumière. Exactement, après, Lupopo aussi est... Voilà. Donc, il peut avoir des conditions qui pourront l'attirer au niveau de Lubumbashi. Mais ici à Kinshasa, il n'y a pas un club qui lui vaut actuellement en termes d'organisation, en termes d'infrastructure. Parce que tous les clubs sont à la rue, pratiquement, et je m'expliquerai peut-être après ça, mais je crois qu'aujourd'hui, je le vois plus peut-être à Lubumbashi, mais pas aujourd'hui, pas demain, mais le plus tard possible. Et moi, je le souhaite qu'il vienne le plus tard possible, du moment où que le championnat essaie un peu de se rehausser, parce que, nous qu'il prenne encore son temps à l'extérieur, de prendre de l'expérience de gauche à droite. Il pourrait aussi jouer, se retrouver dans le championnat sud-africain ou jouer le rôle d'un sélectionneur dans une autre sélection. C'est toujours possible. Et rencontrer la RDC, avec la connaissance, battre la RDC. C'est pas ce qu'on souhaite quand même de Florent Ibenge, mais ça peut toujours quand même arriver. De toute manière, je serais content pour le 2. Si Ibenge gagne, c'est la RDC qui gagne. D'une manière ou d'une autre, de toute façon. Voilà. On va prendre la page qui concerne l'actualité. Le week-end a été mouvementé par rapport à certaines actualités. Il y a Meshak Elia, le joueur de Young Boys, qui, alors que son contrat initial devait prendre fin en juin prochain, Meshak Elia est désormais lié avec les Young Boys jusqu'en 2023. Donc Meshak Elia prolonge encore d'une année avec les Young Boys de Berne au club depuis 2020. L'international congolais a inscrit 19 buts et a délivré 23 passes décisives en 92 matchs. Meshak Elia aujourd'hui, Idriss Kalombo qui a goûté à la Ligue des Champions. Meshak Elia qui venait du tout-puissant Mazembe, qui a évolué, qui est allé en Europe parce que c'est l'un des rares joueurs d'avoir évolué d'abord au pays et puis de jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, vous avez suivi son parcours qui est quand même linéaire. L'année dernière, il a joué la Ligue des Champions. D'ailleurs, il avait joué le match contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il a délivré une passe décisive. Comment voyez-vous la carrière de Meshak Elia? Prolonger d'une année avec les Young Boys de Berne, c'est quelque chose de bien ou il fallait qu'il franchisse un cap en signant peut-être dans un club qui est beaucoup mieux que le Young Boys de Berne? Bon, je pense que le Young Boys n'a pas voulu laisser partir Meshak Elia libre de tout contrat. Parce que je pense que c'est plus stratégique qu'autre chose. De maintenir une valeur sûre. Ça veut dire que du moment où il signe une année, un club qui le veut avant l'expiration de son contrat avec le Young Boys devra payer des pénalités de transfert. Vous voyez, donc je pense que une année de plus, cela ne signifie pas que Meshak n'avait pas de proposition, je ne crois pas, mais je crois que c'est plus stratégique au niveau du club. Ils ne veulent pas laisser un joueur aussi talentueux, parce qu'il faut se le dire, Meshak en arrivant aux Young Boys, il a apporté un tonus pas possible, il a apporté tellement de choses dans ce club. L'explosivité au niveau offensif. Il a été vraiment à un très bon niveau durant toutes ces saisons. Il a passé au niveau de la Suisse. Et je crois que c'est plus stratégique pour le club. Ils ne veulent pas le laisser partir comme le Barça a laissé partir beaucoup de joueurs sans contrat, comme le Paris a laissé partir beaucoup de joueurs sans contrat. Oui. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le Young Boys a joué sur cette note-là. Ils veulent ne pas laisser partir Meshak Elia sans que l'on puisse débourser ne serait-ce qu'un seul franc suisse. Donc je crois que
Aujourd'hui, Meshak, c'est plus stratégique. On le verra dans un autre championnat. Et je crois bien d'ici une saison ou 2 saisons, il évoluera dans un autre championnat un peu plus huppé, dans un club un peu plus relevé. Exactement. Meshak Elia aussi, au niveau de la sélection nationale, nous connaissons quelques problèmes qu'il a eu. Sera-t-il sélectionné? Sera-t-il pas sélectionné? Meshak Elia est-il sélectionnable? N'est-il pas sélectionnable? En dernière minute, nous avons quand même vu sa sélection au niveau de... C'était lors de la double confrontation contre le Maroc, je m'en rappelle bien, il a joué le match retour. Pensez-vous aujourd'hui qu'il pourra encore retrouver sa forme qu'il avait au niveau, bien à l'époque où il était remplaçant de Yannick Bolasie, c'était au Stade des Martyrs où il avait marqué un but anthologique. Pensez-vous aujourd'hui que Meshak Elia a encore cette chance au niveau de la sélection nationale? Là, c'est hors son club, c'est maintenant au niveau de la sélection nationale. Pensez-vous qu'il peut encore, une fois de plus, retrouver la forme qu'il avait lorsqu'il avait rejoint nouvellement la sélection nationale? Ça dépendra du sélectionneur. Ça, c'est des 1. Ça dépendra aussi de qu'est-ce qu'on veut faire de cette équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, Enoch Lubanda, c'est tout autour de qui qu'on construit l'équipe nationale. Oui, parce qu'à l'époque d'ailleurs, l'équipe était construite autour de Yannick Bolasie. Voilà. Jean-Florent Ibengue le disait toujours que je construis C'est tout autour de qui qu'on construit cette équipe nationale. Si on construit cette équipe nationale tout autour de Meshak Elia, ça veut dire lui donner l'importance qu'il doit avoir aujourd'hui, qu'on n'a pas Bakambu, aujourd'hui qu'on n'a pas Mbokani, qu'on n'a pas d'autres cadors au niveau de l'équipe nationale. Lui donner cette importance-là, lui donner ce rôle-là primordial, pas ce rôle qu'on attendait de lui de venir nous sauver face au Maroc. Vous estimez que Meshak Elia, c'est le meilleur joueur de la sélection nationale? Non, loin de là. Okay. Mais c'est l'un des joueurs indispensables. Oui, capital qui peuvent amener. Voilà, qui peut amener quelque chose de percutant, quelque chose de nouveau. Voilà, mais je crois qu'il était un peu frustré lors de la double confrontation face au Maroc parce que... Pour n'a pas avoir eu beaucoup de temps de jeu déjà. Il revenait au niveau de l'équipe nationale, il y avait trop d'attentes sur lui, il y avait tellement de choses qui se sont passées. Pas trop de complicité avec certains joueurs pour ne pas avoir joué avec eux. Voilà, il y a tellement de contextes qui ont jalonné le retour de Meshak Elia au niveau de la sélection nationale. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on s'est décidé de construire tout autour de lui, si on s'est décidé de lui donner un rôle plus important au niveau de la sélection nationale, et je crois qu'il pourra nous sortir de merveille. Et il a encore du temps pour me prouver qu'il peut apporter beaucoup de choses au niveau de l'équipe nationale. Cette période où il devait venir, il ne viendra pas, il n'a pas de passeport, c'est un réfugié, il est parti en cascade. Cette période était une période aussi trouble pour le joueur. Je crois qu'aujourd'hui... Psychologiquement parlant, ça peut aussi l'affecter. Moi, je pense que ça l'a beaucoup affecté au niveau psychologique. Et aujourd'hui, qu'il est revenu aujourd'hui, que tout va bien au niveau de l'équipe nationale, ça veut dire que sa venue ne dépend que d'un sélectionneur qui veut bien le prendre. Je crois qu'il ne sera plus aisé, il sera plus à l'aise dans sa tête et on verra ce Meshak. Il n'a rien perdu de ses qualités et je crois qu'on verra ce Meshak tout flamme qu'on aime. Puisqu'on parle toujours des internationaux, République démocratique du Congo bien évidemment, il y a Joël Kiasumboa, l'international congolais. Il s'est engagé il s'est engagé 1 an avec l'AC Bilenzona en 2e division suisse. À noter qu'il a débuté par un clean sheet lors d'un match amical contre l'AC Monza. Et finalement, notre gardien, il a vraiment beaucoup été critiqué, ce gardien, après beaucoup de prestations et aussi lors de la double confrontation contre le Maroc. À la période où il fallait établir les responsabilités, il y a certaines bouches qui étaient aussi en train de dire que Joël Kiasumboa était aussi pour quelque chose. Il y avait quelques parades qu'il pouvait faire à l'occasion de certains buts, qui pouvaient aussi faire des parades, mais qu'il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui disaient que voilà, Bozo soit gardien Morobo et Azarane, na coach Azarane, quand on a club qui a évolué à rater, il n'a pas de club, mais vous le prenez quand même dans une équipe nationale. Mais aujourd'hui, il y a quand même une équipe de 2e division suisse qui parvient à paraffer un contrat avec lui. Idriss Kalombo, aujourd'hui, voyez-vous à travers ce contrat une renaissance, voilà, pour ce joueur qui finalement trouve un club qui le prend?
Je le souhaite, c'est tout le bien que je lui souhaite, hein, parce qu'il faut se rappeler, Enoch Lubanda, on peut beau s'entraîner pendant 9 mois, cela ne remplace jamais la compétition. Oui. Cela ne remplace jamais la compétition. Et C'est important. C'est important de le dire. se tenir en forme comme il voulait, mais la compétition, le réflexe qu'on a pendant 9 mois de championnat, Exactement. pas le même quand on est entraîné, on joue un match amical. Les entraînements, les matchs de compétition, Voilà. les matchs de coupe, Voilà. tout ça là, ça compte. Ça compte pour un, ça pour permet, un athlète, oui, exactement. et d'être un peu plus performant. Personne, surtout pas moi, je régnerai les qualités de ce garçon. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Au niveau, on l'a vu au niveau, à maintes reprises sauver la RDC, mais je pense que le temps de jeu faisait défaut, et aujourd'hui qu'il a trouvé un club, bien que c'est un contrat juste d'une année, j'espère qu'après ce contrat d'une année, il pourra rebondir encore un peu plus au niveau de la Suisse ou ailleurs, vu que c'est un bon joueur. Mais la question aussi, il faut se poser aujourd'hui, pourquoi on avait un gardien titulaire pendant qu'il n'avait pas de club? Pourquoi on le prenait à l'équipe nationale? Mais c'est la question que Parce je peux qu'on aussi n'avait personne d'autre. C'est la question que je peux aussi vous poser aujourd'hui. Pensez-vous que Joël Kiassoumba, c'est la seule personne qui méritait le poste de portier de l'équipe nationale, de la sélection nationale des Léopards? Oui. Pourquoi je réponds oui? Enoch Lubanda, regardez-moi Mazembe, regardez-moi Vita, regardez-moi le dernier Clément Mapembe. Bon, on parlait de... Oui, il y a quand même des gardiens. Mais aujourd'hui... En termes de performance, oui. Ce sont les gardiens étrangers. C'est-à-dire que le club qui joue le premier plan au niveau national ont des gardiens qui sont étrangers. Ce sont des gardiens qui sont de premier ou de numéro 1 au niveau de leur nation. Sylvain Gou, quand il était à Mazembe, il était numéro 1 au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Moukoro et le Malien, il est numéro 1. Le Malien de Mazembe, il est numéro 1 au niveau de sa sélection. On parle de Omosola, de Vita Club. Il est au niveau de la sélection du Cameroun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a travaillé pour les autres. Localement, il n'y a pas de gardien. Localement, il n'y avait pas de niveau, il n'y avait pas de répondant. Siadi Badjo, on l'a pris, mais il n'avait pas de temps de jeu. Il commence à récupérer quelques temps de jeu au niveau de Mazembe. On espère le voir progresser encore un peu plus. Mais aujourd'hui, je reviens... Il y a Hervé Lomboto qui, avec beaucoup de difficultés... Qui ne joue pratiquement pas. Ça veut dire que le niveau n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, la question fondamentale, et je me rappelle de toujours ce que disait dans le temps M. Denis Kambaï quand il était ministre des Sports, mais aujourd'hui, il y a des postes au niveau de la RDC qui doivent être des chasses gardées. Exactement. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, au niveau de club, les postes de gardiens doivent être... Je crois que les clubs qui jouent le top 3, le top 4, le top 5 au niveau de la sélection nationale, on devrait s'atteler à avoir de gardiens locaux. On devrait avoir de gardiens locaux. Parce que, bref, il faudrait qu'on en arrive à un tel point, comme Samuel Eto'o était en train de dire, personne n'a une place assurée dans cette équipe. C'est le plus compétent qui mérite sa place dans l'équipe nationale. C'est le plus compétent qui doit mériter. Et je crois qu'aujourd'hui, nos clubs, et que ce soit la Fédé aussi, doit travailler dans ce sens-là pour inciter nos clubs, non seulement à avoir des jeunes comme c'est réglementé, c'est demandé, mais aussi dans des postes stratégiques. Exactement. Des postes comme ça va aussi de la promotion du football local. Parce que nous, on n'a jamais eu de pénurie de gardiens, d'aussi loin que je me souvienne. Exactement. On n'a jamais eu de pénurie au niveau national de gardiens. Vita nous en donnait toujours. Imana, Mazembe, exactement. C'était toujours un combat, Voilà, c'est toujours été un combat et des gardiens de haut niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, de grande classe. Nous-mêmes... Pascal Kalemba, Tokala, Robert Kidiaba, On peut en citer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait se remettre en question. C'est le travail de la technique, ça veut dire de la Fédération congolaise de football, l'association, de faire en sorte que cette pénurie qu'on a eue, qu'on ne le retrouve plus. Il y a des mécanismes pour ça et ça en va de la politique nationale, du football national. On s'est dit, écoutez, ces postes, écoutez, tel poste où on est obligé d'avoir un gardien congolais, on est obligé d'avoir un tel congolais pour permettre qu'on n'ait pas cette carence, parce qu'au niveau international, on n'a pas de gardiens. Exactement. Et voilà, on continue toujours de parler des internationaux congolais. On vient de parler de Joël Kiassoumba. On va maintenant parler de Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui est l'international congolais qui quitte officiellement le club de Amiens et rejoint la formation de Saint-Gall en première division suisse, encore en Suisse. Les Congolais, généralement, ils évoluent. Ces derniers temps, c'est la vogue.
La Suisse, c'est la tendance. Il s'engage pour 2 ans à Saint-Gall en première division de Suisse. Voilà aujourd'hui, Idriss Kalombo, Shadrack Akolo, et, les derniers venus des joueurs que Florent Ibenge a emmenés en sélection nationale. Shadrack Akolo qui évolue en sélection nationale avec certaines difficultés, des difficultés que rencontre aussi d'autre part Neskens Kebano, d'autre part des difficultés qu'a rencontré Gaël Kakuta, des difficultés qu'a aussi rencontré Mpoku. Mais Shadrack Akolo qui aujourd'hui est parmi les attaquants phares de la sélection nationale, aujourd'hui se retrouve en première division suisse. Comment voyez-vous En deuxième division. Oui, en deuxième division. Non, c'est en première. Saint-Gall, c'est en première division suisse. Aujourd'hui, il se retrouve en première division suisse. Comment voyez-vous d'abord le parcours Amiens, Suisse aujourd'hui, mais il a aussi quelques devoirs en équipe nationale. Sa cadre, c'est concordant. Je crois que il y revient pratiquement à ses sources parce que c'est là où il a commencé son football professionnel. Ouais, c'était en Suisse. Au niveau de la Suisse. Et après, il a fait Stuttgart, il est allé en Allemagne. Et je crois que ce joueur, lui, m'a plus déçu parce que quand je le voyais au niveau de la Suisse, c'était pratiquement un fer de lance. C'était un buteur attitré. Il finissait pratiquement ses saisons avec 11, 12, 13 en allant jusqu'à atteindre 16 buts. Oui. Et après, il a pratiquement régressé en allant en Allemagne. Il a été ballotté pour... Ouais, il a connu des difficultés, pas mal de difficultés. Il a connu beaucoup de difficultés pour s'adapter, pour progresser. Et je crois qu'aujourd'hui, retourner en Suisse, c'est chez lui. En termes de club ou en termes de football, il est rentré chez lui et je pense qu'il pourra performer. Mais voilà, c'est les lots de joueurs congolais. Exactement, on n'a pas vraiment beaucoup de crédit en Europe que d'autres nationalités comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire. Le crédit que ces joueurs ont à travers le club. C'est tout un travail. C'est pas le même crédit que le joueur congolais. C'est tout un travail. L'image, on la vend. Bon, je ne citerai pas la nation en connaissant le contentieux, mais attendez, quand on voit contentieux politique, on voit une nation exactement. Écrire, chercher à faire sa publicité en écrivant le nom de son pays sur un maillot de football pour un club. Vous pensez que c'est inutile? C'est ça même, ça le lobbying. Exactement. Le lobbying au niveau du football existe. Nous, on n'a pas un fort lobbying. Mais tu me poses la question de un Suisse, mais quand on prend un joueur qui joue en Thaïlande, pourquoi on ne prendra pas celui qui joue en D1 en Suisse? C'est-à-dire qu'on a un problème de niveau. Aujourd'hui, moi je le dis sincèrement, si on veut avoir des joueurs de haut niveau, qui jouent le premier plan au niveau de l'Europe, qui jouent dans le top club au niveau de l'Europe, il faudrait que nous apprenions à former. Que nous ne nous attendons pas qu'un joueur qui sera en ballottage entre la France et la RDC, que nous allions le récupérer. Non, formons de joueurs, des talentueux ici. On était à la nuit africaine. La nuit de légende africaine. Mais moi, j'ai vu Matumo Zolaroum, j'ai vu Mbala Bouta Biscotte. Exactement. Je me suis demandé, est-ce que ce sont toujours des Congolais? Où sont partis ces gens de joueurs? Le plaisir, le plaisir qu'on avait vu des joueurs. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a plus ce joueur. Cette qualité-là. On les a, mais on ne le travaille plus. On les a. Ce sont des Congolais. On est de la même souche. On a toujours ce genre de talent, mais on ne le travaille pas assez. On les encadre pas. Au niveau de Vita Club. Moi, j'ai vu un garçon comme Mouloko, Dikapel, un joueur pétri de talent, mais un tout petit peu inconscient au niveau face au but. Il y a des joueurs qu'il faudrait travailler aujourd'hui. Des joueurs comme Ricky Toulengue. Voilà, il y a des talents intrinsèques. Donc aujourd'hui, il faudrait travailler ce joueur-là, faire un lobbying et un management conséquent pour permettre à ces joueurs d'aller s'émanciper ailleurs et peut-être atteindre le haut niveau. Sadio Mané qui joue aujourd'hui à Bayern de Munich a commencé au Sénégal et ce n'est pas de la magie. Les Yaya Touré et les autres ont commencé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la magie. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut avoir des joueurs qui commencent ici et qui partent jouer le premier plan au niveau de la France, de l'Espagne ou encore de l'Angleterre. Commençons-nous à produire localement au lieu d'attendre que les autres forment et que vous verrez. Et après, on va voir derrière ces joueurs-là, voilà, venir à la RDC. Déjà, quand vous dites à un joueur de venir à la RDC, il faut le séduire. Donc, voilà tout le problème maintenant. Si ce n'est pas la volonté personnelle comme Youssouf Moudoumbo qui a personnellement voulu vivre une expérience congolaise qui est revenue. Mais après, pour convaincre un joueur de venir jouer dans le championnat national RD congolais, c'est difficile. Gagne quoi?
On gagne quoi? Mais c'est tout ça ta plaidoyer, Wana. Ouais. Quand on joue l'élite du football congolais, on On gagne gagne quoi? quoi? Oui, Pour oui. le rare club dont les joueurs ont des contrats, pour le Ouais. rare club dont les joueurs ont des contrats, est-ce que ces contrats sont d'abord respectés? Ça veut dire qu'aujourd'hui, revenir, Youssouf Mouloumou revenir, c'était non seulement question de volonté, mais c'était aussi parce que le gouverneur Kiaboula a mis des moyens conséquents pour le mettre à l'aise au niveau de Lubumbashi. Et je crois qu'aujourd'hui, un joueur qui doit évoluer en Ligue nationale de football doit avoir un salaire obligatoire, un contrat de travail obligatoire et conséquent. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce grand plateau sport. J'avais reçu pour vous Idriss Kalombo. Pour une dernière information, il y a notre joueur aussi, c'est un international congolais, Jackson Mouleka, qui a signé un contrat avec le club turc de Beşiktaş. D'abord, on a parlé des certains clubs qui sont à l'arrière-plan de leur championnat, mais quand même Beşiktaş, c'est une grande équipe du championnat turc. Et qui est en train de monter toujours, qui est en Oui, train de qui monter. monte. Ils ont fini 5e la saison dernière, mais il y a un détail très important. Jackson Mouleka a été transféré de Standard à Beşiktaş pour plus de 3 millions, oui, oui. 3 millions d'euros, mais Oui. Mazembe va toucher 1 million. 750 000 Donc, c'est le dollars un tiers. indemnité pour Exactement. l'indemnité de formation. Exactement. Voilà un club visionnaire. Exactement. Et puis quand on dira Mazembe c'est le plus grand club du Congo, vous allez crier. Merci madame d'avoir suivi ce grand plateau sport. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous Idriss Kalombo. Merci Idriss d'avoir répondu à cette Merci, invitation. je dis bonsoir et merci à Chimanga, Aristote Chimanga. notre honorable Thomas Mwanza qui nous fait, et à Gerlin Kanga. Il y a aussi Rigobert Tamboy qui est à la Rigobert Tamboy, le réalisation. Real, et sans oublier Gerlin Monsieur Kanga Thomas, aussi. Derrick. Merci madame, monsieur, et restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision. Grand plateau, c'est le lundi prochain. Je vais vous présenter ce grand plateau avec le même plaisir. Restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa.